Bienvenue dans Ceux qui font, le podcast de Care News qui chaque jour vous fait découvrir un acteur de l'engagement, son action, mais aussi ses besoins concrets pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire. Partout en France, des femmes et des hommes agissent, trouvent des solutions et construisent dès à présent un monde d'après plus solidaire. Mais pour faire, les acteurs de l'engagement ont besoin de vous. Même confinés, depuis votre canapé, vous pouvez les soutenir et ainsi faire partie, vous aussi, de ceux qui font. Depuis le début de la crise sanitaire, 1 million de Français ont basculé dans la pauvreté et passé pour la première fois la porte des associations d'aide alimentaire. Depuis 1984, le réseau des banques alimentaires collecte, gère et partage de la nourriture pour aider l'homme à se restaurer tout en luttant contre le gaspillage. Comment faire face à l'urgence alimentaire ? On en parle aujourd'hui dans Ceux qui font avec Laurence Champier, directrice fédérale du réseau des banques alimentaires. Cet épisode est réalisé avec le soutien de Total Foundation, programme mondial de solidarité. Bonjour Laurence, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors on a tous déjà entendu parler des banques alimentaires, mais peu d'entre nous savent réellement comment cela fonctionne. Pour commencer, peut-être expliquez-nous dans quel contexte est née la première banque alimentaire et dans quel but ? La première banque alimentaire est née en 1984 avec l'idée à l'origine d'avoir une association sans but lucratif, mais aussi sans carnet de chèques ni compte en banque. Donc c'était une vision très utopique et cette banque alimentaire, elle a été créée par des associations, pour des associations, et c'est ça qui est extrêmement important dans notre projet associatif, toujours avec l'idée d'aller chercher des denrées alimentaires et de les donner gratuitement à des associations partenaires pour qu'elles puissent se consacrer à leur cœur d'action qui est l'accompagnement des personnes. Et donc l'idée c'était aussi comme principe fondateur d'avoir d'une part la gratuité des produits donnés et d'autre part la gratuité du temps accordé par des bénévoles et de mettre toute cette force de gratuité au service des personnes qui en ont besoin. Alors aujourd'hui, plus de 30 ans après sa création, ce sont 79 banques alimentaires, je crois, qui composent votre réseau. Comment s'organise le travail de collecte et de distribution des denrées au quotidien ? Alors, les banques alimentaires sont présentes effectivement au travers de 79 banques alimentaires et presque 110 entrepôts aujourd'hui, y compris aux Antilles et à La Réunion. Notre activité, elle est quotidienne. Nous sommes ouverts toute l'année. On récupère tous les jours dans les supermarchés, dans les hypermarchés, auprès des producteurs agricoles, des industries agroalimentaires, toutes les denrées alimentaires qui sont consommables, mais non commercialisables pour des tas de raisons. Ça peut être une erreur d'étiquetage, ça peut être des produits de retrait, c'est-à-dire de calibrage, quand vous avez des pommes ou des bananes qui ne correspondent pas à ce qui peut être commercialisé. Tout ça est ramené par nos bénévoles dans nos entrepôts, trié, stocké, et puis redistribué à nos associations partenaires. Ce sont des centres communaux d'action sociaux, des associations indépendantes, 850 épiceries sociales, des associations de maraudes, etc. Et donc, quelle est la quantité de denrées que vous arrivez à collecter en moyenne ? Alors, 2 chiffres importants. On redistribue l'équivalent de 220 millions de repas par an. Et sur ces 220 millions de repas, il y en a à peu près 76 000 tonnes qui sont issues du gaspillage alimentaire. Donc, qui ont été fabriquées, commercialisées, mais qui sont retirées du circuit commercial. Et ça, c'est extrêmement important puisque, effectivement, on redonne de la valeur à des denrées qui n'en ont plus, qui sont consommables et de grande qualité. Et elles sont utilisées pour les personnes les plus précaires. L'autre chiffre, c'est les fonds européens et les crédits nationaux épiceries sociales qui aujourd'hui nous permettent également de pouvoir venir consolider ces 76 000 tonnes issues du gaspillage alimentaire et de permettre de pouvoir avoir cette action au quotidien avec suffisamment de denrées à distribuer. Et justement, alors, une des conséquences de la crise sanitaire, c'est évidemment l'explosion de la pauvreté, donc beaucoup plus de bénéficiaires pour les associations, plus 30 à 50% selon le Secours populaire et les Restos du Cœur. Je suppose qu'il y a eu aussi un impact pour vous, qui est à la source un peu de l'offre alimentaire ? Alors l'impact, il est en tout premier lieu pour les banques alimentaires sur les stocks, puisque aujourd'hui, nous sommes à moins 23% de nos stocks par rapport à l'année dernière. Donc une activité qui a été vraiment et qui est montée
en puissance depuis le premier confinement, avec une demande effectivement des associations très forte, donc un impact sur nos stocks. Et effectivement, aujourd'hui, au travers des éléments que l'on a par nos associations partenaires, une augmentation de entre 20 et 25% de la demande d'aide alimentaire selon les territoires. Ce que vous expliquiez, c'est que vous avez de toute façon aussi, vous, eu une perte de dons, c'est ça? Alors, Aussi. on a eu, comme beaucoup d'associations, au départ du premier confinement, énormément de dons, notamment de la restauration hors domicile, la restauration collective, etc. Mais ça n'a pas permis de faire face à cette augmentation de la demande et surtout, je pense, à l'importance qu'a pris l'aide alimentaire pendant ce premier confinement et qui se confirme avec le deuxième confinement que l'on vit tous actuellement. Et alors, qu'est-ce que vous avez mis en place pour pouvoir supporter cette hausse de la demande? Comment vous êtes organisé? Alors, on a mis évidemment à l'abri tous les bénévoles, puisqu'on travaille avec 6800 bénévoles permanents. On les a mis à l'abri puisqu'ils sont retraités et donc personnes fragiles, en se ressentant vraiment sur un cœur de bénévoles volontaires et sur nos salariés permanents dans chacune de nos banques alimentaires, ça d'une part. Et puis, on a eu la chance d'avoir très vite des nouveaux bénévoles, des personnes qui étaient en chômage partiel, des étudiants qui étaient évidemment sans cours, et puis de nouveaux bénévoles qui nous ont rejoints. On en a enregistré 1500 pendant le premier confinement. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que sur ces 1500 bénévoles, aujourd'hui, un certain nombre d'entre eux sont restés. Et donc, voilà, il y a eu un engagement solidaire très fort, un mouvement citoyen très fort pendant le premier confinement, et ce qui nous a permis de faire face. Ça, c'est pour les ressources humaines. Côté organisation, il a fallu qu'on s'organise très vite et notamment qu'on puisse accompagner nos associations dans la distribution directe, ce qu'on ne fait pas. On est une plateforme logistique solidaire alimentaire, mais on n'a pas vocation à aller faire de la distribution auprès des bénéficiaires. Là, on l'a fait sur certains territoires. On a préparé des colis avec nos associations. On est allé dans des zones, notamment à Bordeaux, par exemple, ou à Toulouse, faire de la distribution directe avec les associations partenaires ou à la place d'associations qui, elles, avaient fermé pour des raisons de ressources humaines aussi. On a dû mettre en place donc de la préparation de colis, comme je vous le disais tout à l'heure, alors que nous, on sert des associations en masse, on fait de la préparation de commandes. Vous venez dans un entrepôt de banque alimentaire, ça ressemble à un entrepôt de l'industrie agroalimentaire ou de la grande distribution. Bien là, il a fallu qu'on achète des sacs et qu'on fasse des colis, qu'on aille les livrer à des centres communaux d'action sociaux. On a travaillé avec des CROUS pour revenir en aide aux étudiants précaires sur beaucoup de campus. Ces étudiants qui n'avaient plus de cours, plus de job d'appoint et les restaurants universitaires qui étaient fermés pour leur apporter une aide alimentaire concrète et directe. Donc, on a initié beaucoup de choses. On a beaucoup travaillé avec nos associations partenaires aussi. On a mis en place des coopérations avec les Restos du Cœur sur certains territoires, avec la Croix-Rouge sur d'autres. Voilà, on a essayé de coordonner les choses et de mettre en commun. Et c'est ça aussi un des premiers enseignements, je trouve, intéressants de cette crise, c'est qu'on a la capacité de pouvoir coopérer entre associations et ces coopérations, j'espère qu'elles vont perdurer dans le temps, au-delà de la crise. Oui. En avril, le gouvernement a annoncé une enveloppe de 35 millions d'euros supplémentaires pour l'aide alimentaire. Était-ce suffisant? Sinon, qu'attendez-vous des pouvoirs publics aujourd'hui? Ce n'est jamais suffisant quand on voit la crise qui monte et qui enfle de mois en mois. C'est encore moins suffisant parce qu'on sait très bien qu'il y a un lien. On fait une étude tous les 2 ans avec CSA sur le profil des bénéficiaires. Et on a un lien très clair entre chômage et recours à l'aide alimentaire. 35% des bénéficiaires qui viennent à l'aide alimentaire ont perdu un emploi. Donc, on entend des chiffres entre 800 000 et 1 million de chômeurs qui vont arriver. La Banque mondiale parle de 100 millions de personnes qui vont perdre leur emploi suite à cette crise sanitaire. Donc, je dirais que ça n'est pas suffisant. En revanche, ça nous a permis, puisqu'on a eu des aides de l'État et des collectivités locales, de faire face, et pour la première fois de notre histoire, d'acheter des denrées alimentaires. Ce qui n'est pas du tout ni dans notre projet associatif, ni dans notre ADN. Donc, il a fallu aussi qu'on mette en place une cellule achat, etc., pour faire face à cette urgence. Et on attend
un soutien, notamment dans le cadre du plan de relance qui est annoncé, un soutien qui perdure parce qu'il faudra aller au-delà de 2021 et vraiment accompagner les associations qui aujourd'hui font une mission de service public auprès des personnes précaires en ce qui concerne l'aide alimentaire, d'avoir les moyens de mener et d'accompagner toutes ces actions avec évidemment plus d'argent, plus de moyens. Il n'y a pas que des moyens en plus d'achat de denrées, il y a des moyens logistiques. Si on doit accompagner plus de personnes, il faut qu'on ait plus de camions, des chambres froides, du renforcement de nos équipes avec des permanents, etc. Et répondre, encore une fois, à l'urgence, c'est très bien, mais comment on va répondre à cette situation qui va perdurer et accompagner les personnes effectivement à se restaurer dans leur dignité et à ne pas tomber dans la grande exclusion. Et donc en attendant ce soutien supplémentaire du gouvernement, comment concrètement peuvent vous aider les auditeurs de Ce qui font ? Nous avons notre grande collecte nationale fin novembre qui se déroule là aussi depuis 35 ans traditionnellement. Évidemment, on est très inquiet cette année compte tenu des contraintes sanitaires. Un certain nombre de bénévoles ne pourront pas nous accompagner. C'est 135 000 bénévoles, une année, je dirais, normale, qui se mobilisent. Aujourd'hui, sur beaucoup de territoires, des bénévoles se désengagent et on le comprend. En revanche, on a aussi de nouveaux bénévoles et c'est, je trouve, très enthousiasmant, qui nous rejoignent notamment au travers de la réserve civique. On a 3000 candidatures aujourd'hui et ça grimpe de jour en jour pour venir justement soit remplacer, soit compléter les équipes de bénévoles sur le terrain. On a 68 banques alimentaires sur les 79 qui continuent, quoi qu'il arrive, à organiser leur collecte nationale. Néanmoins, on est très inquiet sur les chiffres. La collecte nationale, elle représente l'équivalent de 12 000 tonnes, 24 millions de repas que l'on collecte en 3 jours. Donc c'est à la fois un événement solidaire extraordinaire, mais c'est aussi une formidable machine logistique. Cette année, si on arrive à faire aussi bien, je dirais 50% de la collecte que l'on fait normalement, on pourra s'estimer satisfait compte tenu des contraintes dans lesquelles on l'a fait. Donc on a mis en place une plateforme de e-collect qui s'appelle Mon Panier Solidaire et sur laquelle le grand public va pouvoir acheter un panier qui correspond à des denrées alimentaires. Vous avez un panier étudiant, un panier bébé, un panier plaisir, etc. et dont l'argent sera intégralement utilisé à l'achat de denrées alimentaires pour les banques alimentaires. Et donc pour nos 5400 associations partenaires et évidemment les 2 millions de bénéficiaires que nous accompagnons. L'autre moyen de nous aider, c'est de faire un don aux banques alimentaires pour qu'on puisse, au travers de ce don financier, comme je le disais il y a quelques instants, renforcer nos équipes, avoir un outil logistique qui est à la hauteur des enjeux qui nous attendent. Et donc, on compte, quoi qu'il arrive, que ce soit sur Mon Panier Solidaire, au travers d'un panier, ou sur notre site internet banquealimentaire.org, un soutien des Français. On le voit, en tout cas depuis le début de la crise, on a des entreprises mécènes nouvelles et puis des entreprises mécènes plus historiques qui nous soutiennent dans nos actions et qui viennent compléter effectivement les aides d'État qu'on a pu avoir. Donc je crois que toute cette mobilisation citoyenne, elle est extrêmement importante et puis ça remet l'aide alimentaire au cœur du dispositif de soutien des personnes vulnérables. Vous l'avez compris, chers auditeurs, n'oubliez pas la grande collecte des banques alimentaires qui aura lieu du 27 au 29 novembre 2020 et vous pouvez soutenir l'action globale de la Fédération avec une seule adresse, banquealimentaire.org. Merci Laurence d'avoir été avec nous et bon courage à eux et à tous ceux qui partout en France agissent pour faire reculer la précarité alimentaire. À bientôt Laurence. Merci. Merci pour votre écoute et votre engagement. Vous pouvez retrouver toutes les informations pour agir et être solidaire de ceux qui font sur carenews.com.